Salutations à tous depuis Durban, en Afrique du Sud, notre ville natale, où nous avons organisé un événement plus tôt cette semaine. C'était un événement en soirée et le thème portait sur l'amour et le pardon. Il était inspirant de voir une telle diversité de la communauté venir ici pour apprendre à pratiquer ces deux émotions puissantes. L'amour et le pardon. L'amour est l'émotion positive, mais le pardon est tout aussi important car il s'agit de se libérer des émotions négatives. Et lorsque nous parlons d'émotion, nous savons que l'émotion relève de l'esprit. Et au fil de nos sessions de sagesse du dimanche, nous étudions la nature de l'esprit. Alors, pourquoi l'étude de la nature de l'esprit est-elle essentielle? Parce qu'au moment précis où nous portons toute notre attention sur nos pensées, nous finissons par introduire l'intellect dans notre propre façon fondamentale de penser et de vivre au quotidien. Si nous connaissons la nature d'un équipement, si nous connaissons la nature d'une personne, si nous connaissons la nature du temps, de l'environnement, si nous en prenons conscience, nous avons la capacité de commencer à nous adapter. Nous avons la capacité de commencer à nous ajuster. Nous avons la capacité de commencer à gérer, à contrôler. Mais tout commence par le point de départ qu'est la prise de conscience. Donc, supposons que vous êtes un sportif, que vous jouez au tennis et que vous êtes conscient que votre revers n'est pas solide. Maintenant, si vous n'en êtes pas conscient, l'adversaire continue de viser votre revers parce qu'il sait que vous êtes faible de ce côté-là. Mais si vous en êtes conscient, vous avez quelques options. Quelles seraient ces options? Dès que vous prenez conscience que votre revers est faible, quelles seraient vos options? Jouez uniquement en coup droit. Vous jouez votre coup droit. Vous jouez sur vos points forts. D'accord. Quoi d'autre? Renforcer le revers. Renforcer le revers. Je peux m'entraîner et renforcer mon revers parce que je me rends compte qu'il est faible. Je joue certains coups où il m'est facile de renvoyer en revers, mais sans permettre à l'autre personne de marquer un point gagnant sur mon côté faible. C'est cette façon de penser. Maintenant, c'est la même chose avec la nature de l'esprit. Si nous comprenons où nous sommes vulnérables avec la nature de notre esprit, nous pouvons faire attention à ces faiblesses, mais aussi en être conscients et les renforcer afin de ne jamais tomber. Évaluez-les. Nous avons parlé des émotions et en particulier la semaine dernière, nous avons évoqué la nature de l'esprit qui a un instinct grégaire. Il a tendance à rechercher l'approbation de la société et des autres. Ce sont ces trois aspects que nous abordons depuis la semaine dernière et cette semaine. Donc le premier était l'instinct grégaire. Le deuxième, ce sont les goûts et les dégoûts. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. La nature de l'esprit est d'aimer et de ne pas aimer. Regardez le graphique à l'écran. Aimer et ne pas aimer. Et puis le troisième, qui est aussi le titre de la séance d'aujourd'hui, l'esprit anxieux. L'inquiétude, l'anxiété. Cet esprit cause tant de ravages à cause de l'inquiétude et de l'anxiété, et on pourrait dire en vivant à notre époque aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui ont regardé les informations ce matin se disent, n'est-il pas raisonnable d'être submergé par l'anxiété? Il y a tellement d'incertitudes, il y en a toujours eu. L'incertitude est-elle une raison d'être anxieux? Et c'est ce que nous allons approfondir aujourd'hui. L'esprit doit-il forcément être anxieux? Ou bien, si la nature de l'esprit est d'être inquiet et anxieux, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire avec l'intellect pour gérer cette tendance, cette inclination de l'esprit? Mais commençons par le premier point. Le premier point, les goûts et les dégoûts, vient d'un terme sanskrit. Et on le retrouve il y a 5000 ans. La nature de l'esprit est d'avoir du raga. Raga signifie aimer et dvesha
signifie ne pas aimer. Donc Ragadvesha, c'est aimer ou ne pas aimer. Et cela se voit très clairement chez les jeunes enfants. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants, si vous avez de jeunes enfants, on voit que lorsqu'on est un jeune enfant, avant que l'intellect ait la capacité d'émerger puis de se développer, cet être n'est qu'une force motrice de goût et de dégoût. L'enfant est attiré par ce qu'il aime, il évite ce qu'il n'aime pas et il n'a aucun intellect pour le réguler. D'où la nécessité d'un tuteur, d'un parent pour les guider et leur dire « Regarde, tu ne peux pas manger seulement des sucettes. Tu ne peux pas manger uniquement de la glace. » Ainsi, le parent agit comme l'intellect, guidant l'enfant pour que de temps en temps, oui, il ait ce qu'il aime, mais qu'il ne puisse pas éviter ce qu'il n'aime pas. Tu as besoin de nutrition. Tu dois t'assurer de ne pas jouer d'une manière qui te ferait te blesser. Ainsi, l'adulte guide l'enfant pour s'assurer que les préférences et les aversions de l'enfant sont surveillées. Cependant, au fur et à mesure que l'on grandit, on s'aperçoit que chez une personne parvenue à l'âge adulte, c'est avant tout l'intellect qui prend le dessus et devient le guide principal de l'existence. Et l'esprit reste toujours un enfant, cherchant ce qu'il aime, cherchant ce qu'il n'aime pas. Donc, lors de la session que nous avons eue à Durban, l'une des questions posées était « Qu'est-ce qui est le plus important, aimer ou adorer? » Et que diriez-vous? Comment répondriez-vous à cette question? Parce qu'il semblait que la personne penchait vers « Cela veut-il dire que nous devrions trouver quelqu'un que nous n'aimons pas? » Ce n'est pas le message. Si une relation est basée sur l'affection plutôt que sur l'amour, les goûts vont et viennent. Ils sont temporaires. Vos goûts peuvent même changer à mesure que le corps change, que le temps passe, que l'offre et la demande dictent ce que nous pouvons aimer ou ne pas aimer. Aimer est sujet à des fluctuations. Mais l'amour va plus loin que l'affection. Vous aimez la personne pour quelque chose qu'elle est essentiellement, pour sa nature. Or, la nature ne change pas facilement. Donc, si vous cherchez une relation à long terme, vous choisiriez l'amour. Mais la plupart des gens, parce qu'environ 90% de la population, fonctionnent avec l'esprit. Ils sont guidés par le ragadvesha de l'esprit, l'attirance et la répulsion, le goût et le dégoût. Si une personne répond à ce qu'ils aiment, ils disent « je t'aime ». Non, je t'aime bien. Et dès que la personne cesse de répondre à tes goûts et dégoûts, « oh, tu as changé ». Tu n'es plus le même, mais en réalité, tu n'as jamais vraiment été amoureux de l'autre personne. Tu n'aimes en fait que toi-même et ce que l'autre fait pour satisfaire tes goûts et dégoûts. Maintenant, analysons cela ici. Quel est le problème avec les goûts et les dégoûts? Dans la Bhagavad Gita, il est question de les différents types de plaisir. Au chapitre 18, il est question du faux bonheur, du faux plaisir, du bonheur qui naît de toi. Le contact du sens, de l'organe avec l'objet, cela semble très technique. Tout ce que cela veut dire, c'est que l'organe des sens avec l'objet signifie que tu as une glace. Au début, c'est comme du nectar, mais à la fin, comme du poison. C'est considéré comme rajasique. Ce n'est pas l'idéal, mais si nous voulons accéder au vrai plaisir, au vrai bonheur, c'est l'inverse. Alors que le faux plaisir, le faux bonheur a un début, une fin, il ne dure pas très longtemps, c'est du nectar au début, du poison à la fin, mais le vrai bonheur, pas le bonheur des préférences et des aversions. Cela peut être du poison au début,
mais du nectar à la fin. Et lequel choisirais-tu? Si tu voyais deux routes qui se séparent, l'une semble parfaitement lisse, magnifiquement goudronnée, mais après quelques kilomètres, elle devient un tas de gravats. Pas de chemin, ce n'est pas clair. D'un autre côté, il y a une autre route qui semble très rocailleuse, juste quelques cailloux, un chemin accidenté, presque comme une piste de VTT, mais qui devient lentement une route goudronnée à deux voies, puis trois, puis quatre, magnifiquement goudronnée. Laquelle prendrais-tu? Du poison au début. Ou du nectar au début. Quelle route prendrais-tu? Et c'est là toute la beauté du sujet. C'est parce que personne ou très peu de gens ne réfléchissent et ne regardent plus loin pour voir où mène la route. Nous sommes attirés par le chemin le plus facile, le plus rapide, celui qui est pratique, facile d'accès. Et nous prenons ce chemin en pensant « Oh, c'est ça, la vie », sans réaliser les conséquences qui accompagnent ce choix. Mais on ne peut pas blâmer l'enfant. On ne peut pas blâmer la personne qui suit son esprit parce qu'elle cherche sans aucun doute le plaisir, l'accès facile, la commodité, la gratification instantanée. Donc, naturellement, elle va choisir le chemin le plus facile. Mais si nous pouvions prendre un instant pour simplement examiner ce plaisir et voir ce qu'il y a plus loin, à quoi ressemblerait cette vie si je continue simplement à céder à mes envies? Je pense que je pourrais choisir un peu de poison au début, un peu de difficulté, un peu de tension. Et voici quelques exemples concrets que nous pouvons observer actuellement. La nourriture la plus délicieuse, croustillante, frite en profondeur, hamburger, hot dog, toutes les chaînes de malbouffe. Et il ne fait aucun doute qu'il y a une satisfaction instantanée que l'on ressent en mangeant ce type de nourriture. En fait, certaines de ces marques conçoivent la nourriture pour qu'elle ait toutes les propriétés addictives qui répondent à ce raga, à cette satisfaction instantanée. Comme la façon dont ils la rendent croustillante délibérément, ils lui donnent un goût umami particulier qui te donne envie d'en reprendre. Un type particulier de sel, une quantité et une proportion spécifique de sucre, afin que tu y reviennes sans cesse. Donc, leur idée est de te pousser à t'adonner à ce plaisir. Et avons-nous l'intelligence de nous dire « Attends, combien de ceci dois-je consommer? Combien ne dois-je pas en consommer? » Manger de la nourriture saine, des légumes cuits à la vapeur, manger en bonne proportion, au bon moment, cela demande des efforts. Parce qu'il faut aller à l'encontre des envies du mental, à l'encontre de ses goûts et dégoûts pour découvrir ce qui est bénéfique pour le corps, ce qui va me donner de l'énergie pour cela. Et pour prendre ce recul, il faut aller au-delà des préférences et des aversions. Donc, si vous n'agissez pas selon vos préférences et aversions, sur quoi agissez-vous? Alors, que dites-vous à l'enfant? L'enfant dit « J'aime ça, j'en veux ». Alors, sur quoi agissez-vous? L'intellect? Qu'en est-il de l'intellect? Les valeurs de l'intellect? D'accord, oui. Donc, une valeur pour la santé, l'objectivité. L'objectivité, oui. C'est l'intellect qui prime sur le mental, la connaissance et la conscience. Ses obligations? Ses obligations?
Oui, ce sont les objectifs de l'intellect. Qu'est-ce que tu veux? Et cela devient en fait la plus grande préférence. C'est ce vers quoi je tends, c'est ce que je vise. Donc, ce que fait l'intellect, c'est que, en fixant cet objectif supérieur, tout ce qui t'y conduit devient ton devoir, ton obligation. Donc, au lieu de fonctionner sur des préférences et aversions à court terme, ce que l'intellect dit au mental, et il n'est pas nécessaire d'être dur, la façon dont on peut se parler à soi-même est la suivante. Écoute, mental, ce paquet de chips n'est pas ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment, c'est ce type de physique sain et d'énergie. C'est ça que tu veux vraiment. Donc, tu rediriges le mental pour qu'il abandonne ce plaisir à court terme au profit de l'objectif supérieur et du devoir. Mais pour y parvenir, il y a cette petite douleur, il y a ce poison au début, mais la vie que tu obtiens de cela vient ensuite. Pour régner à la fin, et il est dit dans le même verset, cela naît de la clarté de l'intellect. Sommes-nous assez clairs pour choisir ce bénéfice durable à long terme plutôt que le plaisir à court terme? Mais ce n'est pas seulement que ce plaisir à court terme devient du poison. Tu connais l'expression, un instant sur les lèvres devient une vie entière sur les hanches. Alors, tu as quelque chose que tu apprécies vraiment du tiramisu. Et ce plaisir à court terme, cette jouissance de la langue sur les lèvres reste longtemps sur le corps. Avons-nous la prévoyance de voir cela? Et la Bhagavad Gita nous offre un langage si puissant pour nous éveiller, pour nous faire réfléchir. Et elle dit que le bonheur qui naît du plaisir issu du contact. Elle les décrit comme des matrices de chagrin. Chapitre 5, verset 22. Les plaisirs qui naissent du contact ne sont que des matrices de chagrin. Ils ont un début et une fin. Ils sont de courte durée. Le sage ne s'en réjouit pas, ne s'y adonne pas. Sommes-nous sages? Sommes-nous assez sages pour dépasser les aventures passagères, les romances, les plaisirs à court terme? Sommes-nous assez sages pour voir que ces gratifications instantanées et à court terme ne sont rien d'autre que des matrices de chagrin? Matrice de chagrin signifie qu'à un moment donné, ce plaisir va engendrer la misère, la souffrance. Donc, si vous voyez une personne égoïste, si vous voyez quelqu'un s'adonner à des choses négatives pour son corps et son esprit, il doit y avoir de la souffrance. Cela viendra. C'est donc le premier problème avec les préférences et les aversions. Le deuxième problème avec les préférences et les aversions, c'est que si vous avez un schéma fixe de choses que vous aimez ou n'aimez pas, alors que le monde autour de vous change constamment. En mouvement et tournant autour de vous, à quel moment le monde changeant correspondra-t-il jamais à vos préférences et aversions? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous aimiez une température particulière, 23 degrés Celsius. S'il fait plus frais, peut-être ai-je besoin d'une veste légère. Si c'est 18 degrés, 19 degrés. Fait intéressant, nous avons quelques voyages prévus. Hémisphère nord, hémisphère sud, mais l'un des endroits pour lesquels nous avons prévu des vêtements chauds, c'est Dubaï. Pourquoi? Parce que la climatisation était réglée à 14 degrés, 16 degrés. Nous devons prendre une veste pour la région désertique de Dubaï. Donc, si vous aimez 23 degrés Celsius, vous serez à l'aise dans un endroit où la température correspond à cela. Durban aujourd'hui, mais demain la température tombe à 16. Ou bien nous voyageons à Dubaï et il y fait froid, et vous râlez, vous vous plaignez. Le monde ne peut pas constamment s'adapter à vos goûts et à vos dégoûts. Et même si, dans sa révolution, dans ses changements, tous vos goûts et dégoûts sont à un moment donné satisfaits, combien de temps cela va-t-il durer?
Aurez-vous toujours la nourriture que vous souhaitez? Vous dites, oui, j'ai un cuisinier, j'ai un approvisionnement abondant. Et puis vous découvrez qu'une guerre éclate et que vous n'obtenez pas les avocats que vous voulez de cette région particulière. Mais j'aime les avocats. J'aime ces avocats-là. Vous préparez votre esprit à l'agitation. Et lorsque nous sommes guidés par nos goûts et nos dégoûts, et si ces goûts et dégoûts deviennent trop forts, cela nous rendra encore plus agités. Alors, comment devrions-nous considérer les goûts et les dégoûts? Comment nous rapportons-nous à eux? Et pour l'équilibre. D'accord, que fais-tu? L'équilibre. Ta propre perspective, ta vision, à la fois envers ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, et accepter qu'aucun des deux ne sera permanent. Bien sûr. Donc, quand nous prenons une décision, nous pouvons prendre en compte ce que nous aimons. C'est une préférence, sans aucun doute. Mais au final, nous devrions faire ce qui est dans le meilleur intérêt de notre objectif. Donc, par exemple, beaucoup d'entre vous, vous êtes tous convaincus que nous devons étudier et travailler sur notre personnalité. Nous en sommes convaincus. Mais comment cela se reflète-t-il dans nos vies? Où est la priorité? Et nous constatons que nous choisissons souvent de dormir 1 heure de plus plutôt que de nous lever et d'investir dans notre personnalité. Donc, le goût pour le sommeil l'emporte souvent sur le fait de se lever tôt. Nous n'aimons pas nous lever tôt. Nous disons, oh, il fait froid, c'est encore l'hiver. Il y a encore de la neige dans certaines parties du monde. À New York, vous avez une tempête de neige, quel temps idéal pour dormir. Donc, il y a l'attrait, le déplaisir de se lever tôt. Mais pouvons-nous prendre une décision objectivement, indépendamment de ce que l'on aime ou pas? Cela ne veut pas dire que nous devrions choisir des choses que nous n'aimons pas. Un déplaisir peut être négatif pour nous. Tout ce que cela dit, c'est que l'attrait et le déplaisir ne prennent pas plus en compte. La conséquence ne tient pas compte des effets qui en découlent et c'est là que l'intellect doit radiographier et voir plus loin sur le chemin. Mais il ne faut pas non plus devenir trop dépendant d'un attrait ou d'un déplaisir particulier car le monde ne peut pas constamment satisfaire nos préférences. Nous pouvons donc les avoir, nous pouvons en profiter, mais ne nous laissons jamais devenir si dépendants que cela nous rende victimes. Swami Parthasarathi, dans ce livre que nous étudions, La chute de l'intellect humain, dit, et c'est le message, que les attirances et les répulsions font partie de votre vie. Il n'y a rien de fondamentalement mauvais en elles. Vous n'avez pas besoin de les éviter, mais vous ne pouvez pas permettre à vos attirances et répulsions de diriger directement vos choix. Et c'est là l'essentiel. L'attirance ne peut pas aller directement à l'action. Nous devons faire intervenir le filtre de l'intellect pour nous assurer que cela ne mène à aucune conséquence négative. Mais aussi, si vous remarquez qu'une attirance ou une répulsion devient trop forte, soyez vigilant. Parce que c'est le début du désir et le désir, en se renforçant, devient de la cupidité. Et la cupidité devient de l'attachement. Et l'attachement devient de la confusion, une perte de l'intellect. Vous perdez votre personnalité. C'est l'aboutissement de tout cela. Mais tout commence par une simple attirance. Ça me plaît. Et cette attirance ou cette répulsion pourrait finir par vous emmener à l'autre bout du monde pour épouser une personne qui au départ vous plaisait simplement. Certains d'entre vous le savent par expérience. Un seul attrait et imaginez que vous soyez arrivé au bon moment. L'intellect aurait dit « Hé, attends, est-ce qu'on laisse cette attirance devenir trop forte? J'ai des projets pour ma vie, j'ai des choses
que je veux accomplir. Ne laissez jamais votre personnalité être prise en otage par une attirance ou une aversion. Swamiji, notre enseignant, avait une habitude. Après le déjeuner, au lieu de prendre quelque chose de sucré, il prenait une feuille de bétel avec un peu de chaud et un peu de goulkan. Il l'enroulait et la mâchait. C'est un digestif et cela vous empêche d'avoir envie de manger quelque chose de sucré après un repas. Et c'était devenu une habitude. Et puis, nous avons remarqué qu'au bout d'un moment, Swamiji arrêtait simplement. Il disait « Pas de noix de palme aujourd'hui, pas de feuilles de bétel aujourd'hui. » Nous lui demandions « Swamiji, pourquoi? Vous en prenez tous les jours. » Il répondait « J'en profite trop. J'aime ça un peu trop. » Imaginez la conscience nécessaire pour s'attraper soi-même. Avant que cela ne devienne trop fort au point de ne plus pouvoir s'en passer, laissez-moi simplement faire une pause. Je vais simplement faire une pause pendant quelques jours. C'est cela, la conscience. Suivons l'exemple d'Oliver Wendell Holmes. Il dit « Intérieurement, ne dépendez de rien. » Pour lui, en vain, les saisons envieuses défilent. Celui qui porte l'été éternel dans son âme. N'aimez pas trop l'été au point de ne pas apprécier les autres saisons. Au contraire, laissez le vrai, et c'est cela l'amour, n'est-ce pas? Pas l'attachement. Laissez l'été être dans votre âme sans dépendre des choses que vous aimez ou n'aimez pas à l'extérieur. Trouvez quelque chose de plus profond en vous, le genre de personne que vous souhaitez devenir. Que les choses pour lesquelles vous vous efforcez soient ce perpétuel été. Alors, quoi qu'il se passe à l'extérieur, cela n'affecte pas l'intérieur. Maintenant, le deuxième aspect pour aujourd'hui, l'esprit a tendance à ne pas vouloir être dans le présent. Il s'inquiète du passé. Elle s'inquiète pour l'avenir. Et dans les Écritures, on l'appelle l'esprit de singe. Il ne s'arrête jamais sans s'arrêter. Et parfois, nous ne pouvons pas le comprendre. Nous sommes peut-être dans un endroit calme, magnate. Magnifique village. Calme. Aucune pollution sonore. Quelques oiseaux de temps en temps. Et Mogul est l'endroit au Brésil où nous organisons notre retraite annuelle. Quel calme! Mais l'esprit est-il silencieux? L'esprit est-il calme? Vous pouvez être assis immobile, mais l'esprit, lui, bouge. Pourquoi? Vous pourriez dire, par exemple, que lorsque je suis au travail, mon esprit est très actif. Je pense constamment à ce que je dois faire. J'ai ceci à faire, cela à faire. Alors, que faites-vous? Vous prenez des vacances et vous partez dans un bel endroit, une plage, la montagne, et vous vous dites « Regarde, j'ai juste besoin de déconnecter ». Et pendant cette journée, vous êtes sur une chaise longue avec un livre que vous aviez l'intention de lire. Combien de fois prenons-nous un livre en pensant pouvoir lire quelques pages? Et vous êtes là, assis, à écouter l'océan. Et puis, le premier jour, vous vous sentez en paix. Mais dès le deuxième jour, le troisième jour, c'est certain, l'esprit est de retour à plein régime, pensant à toutes les choses que vous devez faire. Même peut-être dans l'avion, je trouve les aéroports et les vols fascinants, parce que l'on peut voir comment l'esprit pense à ce qui vient de se passer et à ce que je laisse derrière moi, mais aussi à ce vers quoi je vais. Et on peut voir cela chez les gens qui se demandent comment éteindre cet esprit, car on ne peut pas l'éteindre simplement en changeant de lieu. Il faut l'éteindre par l'entraînement, par la discipline. Voyez, l'esprit oscille vers le passé, peut-être les traumatismes du passé, les regrets du passé, même les aspects positifs, les bons moments du passé.
Et en vieillissant, on constate que l'esprit vit davantage dans le passé, parce que le présent n'est pas aussi épanouissant, excitant, divertissant. Il y a donc de la nostalgie. Cela peut donc être positif, cela peut être négatif, mais c'est comme ruminer. Ce que font les vaches, elles mangent de l'herbe et après un certain temps, elles la régurgitent. Donc elles la ramènent à la bouche et elles la remâchent. Elles ruminent. Elles prennent donc une expérience et la revivent. Encore une fois, négative ou positive. Cela m'est arrivé. Comment cette personne a-t-elle pu me faire ça? Mon meilleur ami, la personne en qui j'avais confiance. Nous avons grandi ensemble. Ou cela peut être positif. J'ai remporté le prix, ils ont appelé mon nom et je suis monté sur scène. Et tu te souviens de chaque instant, moment après moment. Le passé, ou ce que fait l'esprit. Donc, soit il s'attarde sur ce souvenir du passé, négatif ou positif. Soit il s'inquiète de ce qui va se passer dans le futur. Que va-t-il se passer demain? Et maintenant que cette situation s'est produite, il y a eu des escalades. Des vols ont été annulés. Que va-t-il se passer? Oh, j'ai un vol de prévu. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui va m'arriver si mon vol... Et l'esprit passe de 0 à 100 plus vite que n'importe quel Ferrari. Une accélération incroyable. Mais il n'a pas besoin de beaucoup de provocation. Par nature, il est anxieux. C'est la nature de l'esprit de chacun. Il n'est pas immobile. Il n'a pas tendance à rester immobile. Il a besoin d'être entraîné. Il doit être centré sur quelque chose dans lequel il peut trouver l'accomplissement, la paix. Mais par lui-même, sans cet ancrage, sans cela, l'accomplissement absolu, cette béatitude infinie que nous recherchons tous, il vacillera. Ainsi, l'esprit va au-delà du futur. Comment le garder dans le présent? Nous avons besoin d'un intellect fort pour maintenir l'esprit sur l'action présente sans le laisser glisser vers le passé ou le futur. Alors, vous êtes dans le présent. Alors, vous vous concentrez. Et la forme la plus élevée de concentration est la méditation, où vous vous concentrez sur une seule pensée. Imaginez garder l'esprit fixé sur une seule pensée. Même maintenant, ne serait-ce que garder l'esprit sur le cours et le contenu ici, c'est un tel effort, tellement difficile. Peut-être pensons-nous à notre week-end. Peut-être pensons-nous à ce qu'il reste encore à faire. Peut-être pensons-nous au repas qui suivra ce cours. J'ai un peu faim. C'est l'esprit qui fait cela. Cela va au-delà du futur, au-delà du futur. Dans la mesure où notre intellect parvient à maintenir notre esprit concentré sur l'activité souhaitée, meilleure est la concentration. Une meilleure concentration se traduit par un meilleur rendement. Vous obtenez une meilleure productivité, une meilleure assimilation du contenu. Mais cela vaut pour toutes les activités. La forme la plus aboutie de cela est celle où l'on parvient à maintenir son esprit concentré sur une seule pensée. En méditation, ils utilisent la pensée du mantra Aum. Om. Om. Aum. Et dès l'instant précis où l'on passe de la vibration du son Om à un autre Om, ou bien, si je ne m'abuse, je crois qu'il existe effectivement une entreprise spécifique appelée Hari Om. Dès que cette trajectoire commence à dévier de son chemin initial, alors tout le processus d'entraînement est considéré comme étant définitivement terminé. La méditation n'est donc pas facile. Il faut commencer par la concentration. Il faut commencer par essayer d'être plus présent et d'éliminer les soucis et l'anxiété de nos vies. Comment procédons-nous? Premièrement, quel est le problème? Des personnes souffrant d'inquiétude et d'anxiété.
Cela vous lie? Cela nous lie. Excellent. Quoi d'autre? C'est la confusion totale. Votre raisonnement semble manquer cruellement de clarté. Aucune clarté. Oui. Confusion. Vous perdez la paix. Vous perdez votre tranquillité. Vous perdez la santé. Vous perdez la santé. Il vous maintient constamment dans le passé. Désolé, Shakila. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous maintient dans le passé. Cela vous maintient dans le passé ou cela vous maintient dans le futur? On peut aussi dire que cela vous empêche de vivre car la vie ne se passe qu'au présent. Donc, si vous êtes dans le passé ou dans le futur, vous perdez l'instant présent devant vous. Et combien de fois avons-nous constaté cela? Si nous sommes préoccupés par quelque chose qui se passe au travail, nous ne sommes pas présents avec la famille devant nous. Nous ne sommes pas présents avec le partenaire devant nous. Ou inversement, s'il se passe quelque chose à la maison, nous ne sommes pas présents au bureau. Nous sommes dans le passé ou nous sommes dans le futur. Nous ne vivons pas. Nous vivons dans une simulation de l'esprit, souvent issue du passé ou d'une anxiété projetée. Du futur, éliminez ces simulations. Voyez les choses telles qu'elles sont juste devant vous. Et pour cela, l'intellect doit être clair. Et pour que l'intellect soit clair, pour garantir, premièrement, que nous vivons vraiment la vie pleinement dans le présent, deuxièmement, que nous accomplissons notre meilleure action parce que l'intellect maintient l'esprit dans le présent. Nous pouvons mieux nous concentrer, nous pouvons mieux agir. Vous! Et troisièmement, la dissipation d'énergie ne se produit pas à travers l'activité. C'est une dissipation limitée, mais à travers une dissipation inutile en étant dans le passé et le futur. En fait, le secret de la longévité, le secret de la jeunesse et de l'énergie, c'est d'être dans le présent. Les gens demandaient à Swamiji, imaginez 90 ans et voyager à travers le monde. Swami, quel est votre secret, Swami? Comment se fait-il que vous soyez si jeune à voyager dans le monde à 90 ans? La peau a aussi bonne mine, vous paraissez jeune. Et il disait, alors que les gens espéraient qu'il partage peut-être le régime de vitamines qu'il suivait, son alimentation. Ils espéraient quelque chose comme ça, qu'ils pourraient facilement copier. Swamiji disait, pas de soucis du passé, pas d'angoisse pour l'avenir. Pour nous, suivre les traces du fondateur et essayer de transmettre le savoir au monde, parfois, si l'on pense à l'itinéraire qui est fixé 1 an à l'avance, cela devient accablant. Mais si on le prend jour après jour, c'est très gérable. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Alors ce voyage de 1000 lieues, on le regarde. 1000 lieues, c'est si loin, oh là là. Est-ce que j'aurai les ressources? Est-ce que j'aurai l'énergie? Est-ce que j'aurai les aides nécessaires pour y arriver? Peux-tu voir la prochaine étape? La prochaine étape vers ces 1000 lieues? Oui, fais la prochaine étape. Alors, comment faisons-nous pour apporter ce genre de... La société appelle souvent cela la pleine conscience, mais moi, je dirais la pleine intelligence. Comment pouvons-nous intégrer cette pleine intelligence dans notre vie quotidienne? La première chose, c'est de comprendre que ce mental qui vagabonde dans le passé et le futur n'est pas une force. C'est une faiblesse. Parfois, nous la glorifions et nous appelons cela le multitâche. Mais en réalité, c'est parce que nous ne sommes pas capables de nous concentrer sur une seule chose à la fois. Et c'est à cause de l'agitation de l'esprit. Donc, nous encourageons, peut-être tout comme nous le faisons de façon subconsciente, inconsciente, ignorante, notre esprit, nos enfants et nos proches. Nous répondons à leurs envies et aversions, rendant ces préférences encore plus fortes. C'est exactement ce que nous faisons lorsque nous essayons de faire plusieurs choses à la fois, lorsque nous essayons de mener trop d'activités en même temps. Au lieu de simplement pratiquer l'art d'être présent,
Donc, tout d'abord, il faut prendre conscience que le fait d'être distrait, de se projeter dans le passé ou le futur, nuit à notre énergie, à notre paix et à notre capacité à vivre pleinement. Deuxièmement, comprenez que c'est là que l'énergie se dissipe. Donc, si je veux conserver mon énergie, je dois trouver comment rester dans le présent. Il y avait un grand Swami qui a parcouru le monde en 1906. Il s'appelait Swami Ramatirtha. Et Swami Ramatirtha, il a voyagé de l'Inde aux États-Unis jusqu'au Japon sans argent, dans ses poches parce qu'il n'avait pas de poche. Il portait des robes de sannyasi, les robes couleur ocre, et un monsieur sur le bateau, alors qu'il se rendait aux États-Unis, lui a dit « Swami, vous n'avez pas d'argent ?» Tu ne connais personne aux États-Unis. Chez qui vas-tu loger? Et Swami Ramatirtha a répondu « Je connais une personne. » Et l'Américain a dit « Qui? Je vous connais, vous. » Et l'Américain a ri. « Swami, bien joué. Oui, bien sûr. Tu peux rester chez moi? » Et l'histoire raconte, ou l'histoire montre qu'il a fini par rencontrer le président. Il a couru le marathon de Boston et l'a apparemment gagné. Et il a voyagé à travers tous les États-Unis. Et des journalistes venaient le voir parce qu'il était ce jeune professeur plein d'esprit, très intelligent et cultivé, et ils lui posaient des questions parce qu'ils appréciaient ses réponses. Et un journaliste lui a demandé « Swami, que faites-vous pour vous reposer ?» Et il a répondu « Un travail intense, c'est du repos. » Parce que, et comment dire cela? Parce que lorsque tu travailles intensément, cela signifie que tu es absolument dans le présent. Tu es dans le flux. Je mange au centre, les grands sportifs parlent d'être dans la zone, rien d'autre n'occupe l'esprit à part l'activité présente. Quel plaisir à regarder! Et cela peut être n'importe quoi. Cela peut être du jardinage. Cela peut être cuisiner. Mais quand tu vois une personne complètement dans le présent, c'est de la poésie. Parce qu'un travail intense, c'est du repos. Il n'y a aucune dissipation d'énergie. Passé, futur, passé, futur. Winston Churchill parle de la futilité de s'inquiéter du passé. Le passé est mort. Il ne devrait pas être autorisé à affecter ton présent. Et nous ne laissons pas ces aspects du passé peser sur nous si nous prenons conscience que c'est de l'histoire. C'est terminé. Même les traumatismes. Nous devons décider comment nous voulons avancer. Mais alors, que faisons-nous de ces regrets passés ou de ces choix et erreurs que nous avons commis dans le passé? Ne les rejette pas. Fais-les remonter à la surface, mais résous-les et décide d'en faire une étude de cas. Analyse-les, car le but de l'histoire ou du passé, c'est d'apprendre de cet événement. Prends les données, retiens les leçons, tire l'apprentissage de tout cela, puis referme, archive. Et il ne fait aucun doute que l'esprit voudra les faire remonter à nouveau. « Oh, mais pourquoi avez-vous fait ça? Tu aurais pu être avec cette personne, vous auriez pu conserver cet investissement, cette entreprise que vous avez perdue. » Et vous dites « J'en ai tiré des leçons. J'ai tiré le meilleur parti de cette expérience. Je te ferme. » Et l'esprit pourrait sans doute faire remonter cette idée à la surface. Oubliez ça car le problème est maintenant résolu. Alors ne le repoussez pas. Analysez-le. Oui, c'est arrivé. Qu'est-ce que j'en ai appris? L'autre aspect, c'est l'inquiétude constante face à un avenir incertain. L'avenir est inconnu. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ce que nous savons, c'est notre action. Donc, si nous donnons le meilleur de nous-mêmes dans nos actions, c'est la meilleure chose que nous puissions faire. Le reste, nous le laissons. Et avec un peu de chance, notre action seule suffit peut-être, mais il y a d'autres facteurs en jeu. Donc,
nous ne pouvons pas en être certains. L'avenir est un mystère. Mais au lieu de placer tous nos espoirs dans l'avenir, essayons de trouver la satisfaction dans l'action présente. Maintenant, nous vivons pour un résultat futur. Alors, que se passe-t-il? Vous obtenez ce pourquoi vous travaillez. Heureux. Temporairement, car ensuite vous voulez autre chose. Si vous n'obtenez pas ce que vous visez, malheureux. Donc, dans les deux cas, vivre pour le futur ou penser constamment à l'avenir n'apporte rien de bon, ni à court terme, ni à long terme. Parce que même si vous obtenez le résultat, votre esprit n'est pas satisfait. Nous devons apprendre ou entraîner l'esprit à être satisfait du travail que nous faisons en ce moment, dans le présent. Suis-je satisfait de cette action que je suis en train de faire? Suis-je satisfait de la vie que je mène? Mais si vous placez votre bonheur présent sur un résultat futur, rien ne garantit que vous serez un jour heureux. Parce qu'à ce moment-là, si vous l'obtenez, l'esprit voudra autre chose. Ce mode de vie n'a pas de sens et pourtant nous y avons tous adhéré. Pourquoi? Instinct grégaire. Et si l'on se contente de réfléchir à l'alternative, à comment être heureux dès maintenant avec ce que l'on a, cela fait-il de nous des paresseux? Cela nous rend-il moins ambitieux? Non. Sois content, du moment présent et travaille ensuite, quel que soit le résultat. Et il y a de fortes chances que les résultats vous parviennent. Donc Winston Churchill, je l'ai mentionné plus tôt, il a dit que la plupart de nos soucis et de nos angoisses sont fictifs. Nous passons en revue chaque scénario et nous pensons constamment à toutes les possibilités. Et si nous regardions en arrière, combien d'entre eux se sont réellement produits? Alors, il dit, quand je repense à toutes ces inquiétudes, je me souviens de l'histoire d'un vieil homme qui disait sur son lit de mort qu'il avait eu beaucoup de problèmes dans sa vie dont la plupart ne s'étaient jamais produits. Tant d'agitation, de tension artérielle, de stress, de crise cardiaque à cause de problèmes qui ne sont jamais arrivés. Et c'est ça le problème avec l'anxiété. Que faisons-nous? De quelle manière pouvons-nous gérer cette anxiété? Oui, nous commençons à être convaincus que nous ne devrions pas nous obséder sur ce qui va arriver dans le futur, en anticipant toutes les possibilités qui pourraient se produire. Ce n'est pas bon pour nous. Cela nous rend anxieux. Lao Tzu, il pose un diagnostic magnifique. Il dit, si vous êtes déprimé, c'est parce que vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, c'est que vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, c'est que vous vivez dans le présent. Maintenant, c'est à nous d'en être conscients, de choisir. Voulons-nous être déprimés? Bien sûr que non. Laissez le passé derrière vous. Voulons-nous être anxieux? Non. Arrêtez de penser à l'avenir. Voulons-nous être en paix? Oui, vivons dans le présent. Mais maintenant, entrons dans les subtilités de la question. Comment faisons-nous cela? La première chose est de se préparer au pire des scénarios. Ce que fait l'esprit, c'est qu'il imagine des choses qui pourraient arriver. Et quand vous faites cela, l'esprit s'inquiète. Mais si vous vous en êtes occupé en pensant à l'avance, quel est le pire qui puisse arriver? Et ensuite, vous prenez une assurance pour cela. Nous faisons cela pour nos voitures. Dans le pire des cas, vous avez un accident. Dans le pire des cas, vous pourriez ne pas survivre. Alors vous prenez une assurance pour la voiture, pour votre vie, afin que vous ne soyez pas autant impacté, que votre famille ne soit pas autant impactée. Mais pourquoi ne faisons-nous pas cela pour le reste de la vie? Si nous nous préparons intellectuellement à ce scénario particulier, alors nous ne le ressentons pas autant. Nous en sommes protégés. Nous y sommes préparés.
Maintenant, est-ce que cela fait de vous quelqu'un de pessimiste? Est-ce que cela vous rend négatif? Non. Et la différence, c'est qu'un pessimiste est quelqu'un qui s'attend constamment au pire. Un optimiste, il ne pense qu'au positif. Mais un philosophe est préparé au pire. Et ensuite, il œuvre pour le meilleur. Et c'est ça. Donc, un philosophe est quelqu'un qui est préparé à ce scénario particulier, mais qui ensuite ne pense pas constamment à ce scénario. Il ne pense pas constamment à tous les autres scénarios possibles. Il l'a déjà compris, il l'a déjà anticipé et s'y est préparé, et maintenant, il œuvre pour le meilleur scénario possible. Donc, cela aide à éliminer l'anxiété grâce à la préparation. Se préparer au pire scénario, mais sans vivre dans cette anxiété car vous travaillez pour le meilleur scénario. Le deuxième aspect, c'est de trouver cette action épanouissante. Investissez-vous dans le travail que vous aimez. Plongez-vous dans le présent. Et une bonne façon de faire cela, parce que la nature de l'esprit est d'aller dans le passé ou le futur. Remplissez votre journée. Remplissez-la, votre présent. Ce que nous vous suggérons, c'est de planifier votre moment présent. Donc, du moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous allez dormir, ayez une activité pour que l'esprit soit bien occupé. Mais si l'esprit a un créneau libre, où va-t-il? Il ira vers les soucis du passé. L'anxiété concerne le futur. Il ira vers ses attachements et ses désirs. L'esprit ira là où il a tendance à aller. Mais si vous avez une activité, au moins il y a une chance que l'intellect puisse ramener l'esprit et lui dire « Hé, l'esprit, c'est ici que tu es censé être maintenant. Viens, sois ici. » C'est ce que tu as choisi. Soit dans la séance de yoga, soit dans la séance de sport, soit dans la promenade en pleine nature. C'est tout. Mais si l'esprit ne sait pas où être, qu'est-ce qu'on finit par faire? On prend le téléphone, on commence à faire défiler. Les choses qui rendent cela plus difficile, le fait de réussir véritablement à gérer l'anxiété, c'est de comprendre que cette capacité à garder l'esprit ancré dans le moment présent constitue essentiellement une faculté cognitive de l'intellect humain. Mais si nous rendons l'esprit plus fort et l'intellect plus faible, comment? Par l'épuisement. Donc, si vous êtes fatigué, si vous êtes à court d'énergie, il est beaucoup plus difficile pour votre intellect de mobiliser l'esprit et de le garder dans le présent. Vous n'avez plus de force. Alors, l'esprit envahit toute la personnalité. Donc, à tout moment, un aspect important pour prendre soin de l'anxiété est de s'assurer que vous n'êtes pas fatigué, que vous ne vous épuisez pas trop. Donc, même pour la concentration, il faut comprendre quelle est notre limite de concentration et vous seriez surpris, ce n'est pas si long, peut-être une demi-heure à la fois, peut-être 40 minutes, puis vous remarquez que votre esprit commence à vagabonder. Mais supposons que vous fassiez une pause après ce laps de temps que vous avez défini. Supposons que vous fassiez une pause, ces 5 minutes, puis que vous reveniez beaucoup plus frais. Il s'agit donc de connaître sa capacité, de s'accorder une petite pause et du repos, puis de revenir en pleine forme. Mais si vous essayez de vous concentrer, dans certains établissements scolaires où nous avons donné des conférences, ils organisent des sessions de 3 heures. Aucun être humain ne peut se concentrer pleinement pendant 3 heures. Forcer l'esprit, c'est là que l'esprit prend le dessus. Et c'est là que nous devenons surstimulés. Et malheureusement, que faisons-nous lorsque nous nous sentons surstimulés et anxieux? Nous prenons notre téléphone et nous commençons à faire défiler. Nous introduisons donc encore plus de stimuli, plus de stimulation dans un esprit et un intellect déjà surstimulés et fatigués.
cela n'aide vraiment pas l'anxiété. Donc, sans aucun doute, c'est quelques pratiques de repos et de sommeil. Et la gestion des appareils, la gestion des stimuli, ce sont des facteurs externes. Mais le véritable aspect qui gère l'anxiété, c'est l'intellect. Vous développez l'intellect, l'intellect est alors capable de maintenir l'esprit là où vous voulez qu'il soit. Dans le présent, sur l'activité que vous avez choisie. Mais la meilleure façon de gérer l'anxiété, la manière ultime, c'est que tout en renforçant l'intellect pour gérer l'esprit, nous apprenons aussi à propos de l'ultime. Que la véritable partie de nous, la véritable essence de ce que nous sommes, n'est pas l'esprit, n'est pas l'intellect. C'est le soi intérieur. Et au lieu de s'identifier à l'un des aspects, l'esprit qui fluctue ou l'intellect. Si nous déplaçons l'identification vers le soi, l'esprit, la véritable partie de nous, et que nous l'observons dans le schéma. Chaque être humain est composé de matière et d'esprit. La matière, c'est le corps, l'esprit, l'intellect. L'esprit qui anime la matière, c'est le soi avec un S majuscule. Et si nous nous identifions à l'esprit, nous nous détachons profondément des émotions de l'esprit. Ainsi, l'esprit peut traverser les émotions. L'esprit peut traverser l'anxiété. Mais vous n'êtes pas affecté parce que vous avez déplacé l'identification du vous de l'esprit vers le soi. Et depuis le balcon du soi, vous observez l'esprit. Vous n'êtes pas affecté car vous bénéficiez d'une objectivité totale. Mais cela s'acquiert en s'imprégnant de la connaissance du Vedanta, en se saturer de l'idée, de la vérité que vous êtes le soi infini et non cet esprit fluctuant. Et dans la mesure où vous le connaissez, dans la mesure où vous le devenez, vous pouvez observer l'esprit traverser toutes ses émotions. Et l'esprit peut ressentir de la joie, de la tristesse et de l'anxiété, mais vous restez, toujours libre. De même qu'un acteur joue un rôle dans un film et traverse tous les hauts et les bas de celui-ci, intérieurement, il est absolument libre car il sait qu'il ne fait que jouer un rôle. C'est l'objectivité suprême et c'est la solution ultime à l'esprit anxieux. Des questions? Oui, Parish. Alors, Daka, vous avez mentionné plus tôt aujourd'hui l'exemple d'un enfant qui veut des bonbons tout le temps. Et le problème majeur, c'est que lorsque nous rencontrons en réalité cet enfant intérieur qui est resté si authentique, ou bien cet enfant qui se présente sous la forme d'un adulte face à nous, de quelle manière pourrions-nous nous adresser à cette personne? Qu'elle ne peut pas faire cela. Tout. En ce qui concerne la notion de temps, pour un jeune enfant en plein développement, il n'a pas encore l'intellect suffisamment mature pour bien comprendre toutes les conséquences. Donc, raisonner avec un adulte ou un enfant qui n'a pas la capacité de raisonner, cela ne fonctionnera pas. Donc, ce que nous devons faire, c'est fixer les limites. Il n'y a qu'une seule friandise. Donc, lorsque vous parlez avec ce langage, l'enfant s'y retrouve. Il n'y a qu'une seule friandise. D'accord? Je veux cette friandise. Mais ensuite, l'idée d'en avoir une autre ne vient pas parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est là que le parent doit comprendre la nature de l'esprit, la nature de l'enfant. Très souvent, les parents se lancent dans une discussion sur la malbouffe. La vraie question devrait être pourquoi y a-t-il de la malbouffe à la maison? L'enfant va y être attiré et il y aura forcément une discussion à ce sujet. C'est une discussion perpétuelle que nous remarquons lorsque nous séjournons chez différentes familles à travers le monde. Le grand débat entre parents et enfants, c'est combien de... Quelqu'un a une idée?
le temps d'écran. Et il y a tellement de disputes sur est-ce que tu joues trop aux jeux vidéo, tu regardes trop de films, combien de temps d'écran. J'ai dit, pourquoi y a-t-il un écran à la base? Qui a donné l'écran? Pourquoi y a-t-il un écran dans chaque pièce de la maison? Et c'est ainsi qu'en tant que parents, ou lorsque nous avons la responsabilité d'un enfant, nous devons comprendre la nature de l'esprit et nous en protéger. Donc, même pour nous-mêmes, lorsque nous savons que l'esprit a une forte attirance, nous ne devrions pas créer un environnement qui permettrait à l'esprit de succomber. Si l'on a tendance à apprécier l'alcool, évitons les rendez-vous d'affaires dans un pub. Donc, avec l'enfant, nous devons utiliser cette psychologie parèche. J'aurais, si je peux me permettre, une question sur la méditation parce que, enfin, je médite depuis un certain temps. Parfois, je ne le fais pas, mais j'essaye de le faire plus régulièrement maintenant. Mon fils, lui, médite depuis 8 ans et il utilise cette application. Il va sur des sites web avec un moine bouddhiste. Et j'ai essayé différentes applications, mais je dois dire qu'au final, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de méditer seul, simplement en me concentrant sur ma respiration. Ce qui m'agace vraiment avec ces applications, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui parle en arrière-plan et qui te dit comment faire. Mais j'aimerais bien savoir pratiquement quelle est la meilleure façon d'apprendre à bien méditer ou efficacement. Cela dépend de la façon dont on définit la méditation et aujourd'hui, le terme méditation est utilisé pour toutes sortes de pratiques. Il existe même une méditation où l'on enlace un arbre, on va et on serre un arbre, il y a ça. Certaines personnes considèrent la danse comme une forme de méditation. Mais si l'on revient à l'origine, là où la méditation a été introduite, c'est le plus haut exercice intellectuel de la pensée, observer une autre pensée. Et dans cette mesure, c'est une précision semblable à un rayon laser. C'est maintenir une pensée avec une autre pensée, la tenir, puis permettre à cette pensée-là de s'arrêter, d'être silencieuse. Et le but de la méditation est que, si le silence demeure, vous avez atteint l'illumination, le soi où l'esprit se révèle. C'est cela le but. Alors imaginez ralentir à cet instant. Nous avons un flot de pensées et de désirs, tant de pensées qui traversent notre esprit. Maintenant, la méditation, c'est une titration. Il faut ramener ce flot, cette immense rivière, goutte à goutte. Donc, toute personne qui essaie de pratiquer la méditation ultime, ou je dirais la méditation authentique, doit parvenir à cette concentration semblable à un rayon laser. Quand il y a une rivière impossible à contrôler, cela pourrait même endommager l'esprit. S'il s'agit simplement d'une prise de conscience générale, d'être calme, d'essayer d'être présent, c'est acceptable. C'est comme écouter de la musique classique. C'est comme être dans une séance de yoga. Cela a juste un effet apaisant, mais cela n'a pas cette application intellectuelle poussée qui consiste à garder l'esprit exactement là où on le souhaite. Donc, toutes ces pratiques complémentaires comme le travail sur la respiration servent à nous aider à être plus présents. Je dirais même pas seulement pour nous aider à être plus présents. Elles nous donnent une idée de l'endroit où nous en sommes. Donc, si nous constatons que même lors du travail sur la respiration, notre esprit s'évade, ou même pendant la séance de yoga, notre esprit pense au travail, toutes ces activités censées nous rendre plus présents dans l'instant, et que cela ne fonctionne pas, alors nous comprenons que le véritable travail à faire pour l'instant est d'éveiller un désir plus élevé et de laisser les désirs inférieurs s'effacer par eux-mêmes. Et si nous continuons ainsi, quelle que soit la forme de méditation que nous pratiquons ou dont nous essayons de nous imprégner, nous constaterons qu'elle est plus efficace. Pourquoi?
parce que nous avons réduit le flux de nos pensées et de nos désirs. Très bien, merci, j'espère que cela vous aidera. Merci. Puis-je poser une question? Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un bouton pour lever la main. Allez-y. D'accord. Vous mentionniez l'exemple de Swamiji à l'académie avec les desserts. Je ne me souviens plus de ce qu'il y avait à manger. Nous l'appelons pan. Pan, d'accord. Et reconnaître que vous y prenez trop goût et y mettre un terme? Cela s'applique-t-il également au désir supérieur et, par exemple, au travail et à l'action? Donc si vous travaillez beaucoup et que vous devenez vraiment impliqué dedans, peut-être à un degré excessif, mais cela conduit en fait à l'accomplissement de grandes œuvres, comme je peux l'imaginer, probablement que de grandes œuvres d'art ou de littérature dans le passé ont été réalisées ainsi, avec une quantité incroyable d'énergie, peut-être même une énergie excessive. Et vous savez, je me souviens de situations dans ma vie à l'université, comme lorsque je travaillais sur un projet et que je travaillais jusqu'à 4 heures du matin. J'ai tellement aimé ça que je ne pouvais pas m'arrêter, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, La question est, oui, est-ce le cas? Cette modération s'applique-t-elle également à ces désirs plus élevés? Et comment faites-vous? Comment trouver cet équilibre quand vous savez que plus vous travaillez dessus, oui, c'est le cas. cela aide réellement les gens ou cela aide quelque chose? Ouais. Donc, même ce qui est bon et positif doit être modéré parce qu'à partir du moment où c'est bon, et souvent avec le travail, on fait ça, on se permet de s'attacher au travail. Et comme tu l'as mentionné, tu as utilisé le mot excessif. Pourquoi est-ce excessif? C'est excessif parce que tu sais que tu dépasses ta propre capacité. Tu sais que quelque chose d'autre est sacrifié dans le processus. Ça peut être ta relation, ça peut être ta santé, ça peut être ton sommeil, ça peut être même ta productivité à long terme, et c'est pour ça que c'est excessif. Si c'était la bonne action pour le bon résultat, tu ne l'appellerais pas excessif. Tu l'appellerais l'action parfaite. Donc, l'esprit a tendance à s'impliquer dans tout, même dans une bonne action. Mais si tu t'impliques, disons, dans quelque chose de positif, comme la charité, tu t'impliques dans la charité. Tu pourrais finir ruiné. Tu pourrais finir épuisé. Et alors, tu n'es plus capable de rendre le service que tu veux rendre. Comment? Parce que l'esprit s'est impliqué. Donc, l'intellect doit être présent même pour de bonnes préférences. Tu aimes trop faire de l'exercice. Et parce que tu aimes trop faire de l'exercice, il y a une tension, une pression qui t'empêche de t'exercer. Je dirais, méfiez-vous davantage des choses que vous aimez que de celles que vous n'aimez pas. Les choses que vous appréciez, et en particulier celles qui sont axées sur le service et qui sont positives. L'esprit, cela se justifie. Non, 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 non. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Ce n'est pas grave si cela vous coûte votre santé. Réfléchissez plus loin. Regardez plus loin sur la route. Donc pour nous, nous y pensons constamment parce que nous ne prenons jamais de jours de repos. Nous ne prenons ni week-end ni vacances. Nous partageons sans cesse nos connaissances. Mais notre objectif est de trouver comment le faire de manière à pouvoir continuer indéfiniment. Pas au point d'être épuisé par tous ces voyages. Mais comment continuer à le faire jusqu'à notre mort, même dans 10 ans? Mais cela signifie qu'il doit y avoir du repos pendant la journée, donc cela fait vraiment partie de notre mode de vie. Il doit y avoir une bonne alimentation pendant la journée, il doit y avoir un bon sommeil pendant la journée. Donc, si tout cela est pris en compte, vous pouvez continuer à faire ce que vous appréciez vraiment et que vous aimez plus longtemps. Pourquoi? Parce que vous y tenez tellement. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine.